podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Guevy. Lily Sioux sera la princesse Troubetskoï, Jacqueline Moran, la comtesse Rostov, Daniel Ajoret, Natacha Rostov, Sylvie Artel, Anna Pavlovna, Edith Loria, Sonia, Simone Vanier, Vera Rostov, Daniel Vol, Hélène Kouragine, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Henri Crémieux, le comte Rostov, Robert Murzeau, le prince Vassili Kouragine, Pascal Mazzotti, le vicomte de Mortemart, Jacques Fayet, le lieutenant Berg, Lucien Frégis, Léonide et Robert Maufra, Fiodor. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre la demeure des Rostov et la bibliothèque de Pierre Bezoukov à Moscou. Novembre 1805, un grand salon chez les Rostov pendant la réception donnée en l'honneur de la comtesse Nathalie. Toujours pas de nouvelles de Nicolas, comtesse? Non, hélas. J'ai beau me dire que le courrier marche mal, je suis inquiète. Vous ne devez pas vous faire de soucis pour notre fils, ma chère. S'il lui était arrivé quelque chose, nous aurions été prévenus. Par le prince Volkonski, par le capitaine Denisov ou par d'autres. Nicolas est sain et sauf, soyez-en sûrs. Mais il est au front, il n'a pas comme nous le loisir d'écrire. C'est vrai, comte, Nicolas a un cœur d'or, mais il est, il faut bien le dire, un peu paresseux. Moi, j'ai reçu avant-hier une lettre de mon fils Boris. Oh! Pourquoi me l'avez-vous caché? Si je vous l'ai caché, c'est pour ne pas vous chagriner. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que vous receviez régulièrement des lettres de Boris? Il s'est faufilé dans les bureaux. Il a tout son temps pour vous raconter les potins de l'état-major, lui. Bien logé, bien nourri, et pas de risque. Votre fils Boris est un malin, princesse. Comment il ne court pas de risque? L'autre jour, envoyé en mission, il a failli être fait prisonnier par une patrouille avancée des Français. Tiens, il sort quand même de son bureau? Oh, c'est étonnant. Vous savez, comte, les officiers d'état-major, et les officiers de liaison surtout, exposent quotidiennement leur vie, alors que ceux qui se battent, retranchés derrière leurs mortiers, leurs canons, sont bien tranquilles, eux. Les mortiers, les canons. Oh mon Dieu. Ma chère amie. J'ai peur, comte. Mais J'ai non, ma chère affreusement amie. peur. Je m'imagine notre fils, notre petit Nicolas étendu à terre, la poitrine transpercée par les balles, la jambe arrachée par un obus. Oh. Oh, pourquoi l'avez-vous autorisé à s'engager? Il a à peine 18 ans. Pourquoi? Mais parce que le fils du comte Rostov ne peut pas ne pas rejoindre l'armée lorsque la patrie est en danger. Oh. Ma chère amie, de toute façon, il ne m'aurait pas écouté. Ne vous inquiétez pas. Nicolas est en vie et se porte bien, je vous le répète. Oh, quelle fâcheuse manie vous avez, princesse, de tout ramener à la guerre et de torturer ma femme. Je suis désolée, comte, vraiment désolée. J'aime tellement votre femme. Je ne voulais nullement la peiner, croyez-moi. Mais voilà, mon esprit est littéralement obsédé par le j'en parle. Vous comprenez? Je comprends. Mais dorénavant, ayez la bonté d'en parler aux autres. Et de laisser ma femme tranquille. Venez, comtesse. Oui. Si, venez. Il est grandement temps que nous nous occupions de nos invités. Quelle horrible femme que cette princesse Troubetskoï. Elle s'agrippe à vous et ne vous lâche plus. Ce n'est pas étonnant que tout le monde la fuit. Comte Rostov. Oui, je suis des vôtres. Je viens, tout de suite. Pourquoi l'avez-vous invitée chez nous? Je ne sais pas, peut-être par compassion. Depuis qu'elle est veuve, elle n'a cessé de frapper aux portes, anxieuse qu'elle était de donner une bonne éducation à son fils et de lui assurer
une brillante carrière, mais laissons cela. Avez-vous remarqué que le lieutenant Berg ne quitte pas d'une semelle notre fille Vera? Naturellement, je l'ai remarqué. Je crains qu'il ne finisse par nous demander sa main. Je vous avoue, ça ne m'enchante pas. Pourquoi, mon ami? Ce garçon a toutes les qualités pour réussir dans la vie et rendre Vera heureuse. La chose la plus importante à mon sens, prince, c'est vouloir. Vouloir résolument de toutes ses forces. Et vouloir, naturellement, mais pour cela ne faut-il pas d'abord bien choisir l'objet de sa convoitise, lieutenant? Quel vilain mot, la convoitise, non, disons plutôt le but. Et naturellement, vous en avez un, n'est-ce pas, mon jeune ami? Oui, prince. Lequel, je vous prie? À quoi diable pouvez-vous seulement aspirer? Pour l'instant, je n'aspire à rien. Bon, c'est un temps d'arrêt. Je viens d'être versé dans un régiment d'infanterie, l'infanterie de la garde. Vous comprenez? Que dois-je comprendre, lieutenant Berg? Ceci. Lorsque j'étais dans la cavalerie, je ne touchais que 200 roubles par trimestre. Tandis que maintenant, j'en touche 230. En outre, l'avancement est plus rapide dans l'infanterie que dans la cavalerie. En effet, en effet. Mais que ce soit dans l'infanterie ou dans la cavalerie, je suis sûr que vous ferez votre chemin, lieutenant. Vous épouserez la comtesse Vera Rostov et vous aurez beaucoup d'enfants. Prince. Je vous laisse, je vais présenter mes hommages à la duchesse Anna Pavlovna. Autrement, il dira encore que je le néglige. Adieu, mon jeune ami. Je n'ai pas fini. Prince Vassili. Prince Vassili. Parti. Oh, tant pis, je le retrouverai tout à l'heure dans la salle de jeu. Maintenant, mettons-nous à la recherche de Vera. Quelle belle voix elle a, votre petite Natacha. Oui, elle chante bien. Vous êtes trop modeste, ma chère femme. Ce n'est pas parce que Natacha est notre fille que nous devons minimiser ses dons. Ce sera une cantatrice, vous verrez, une nouvelle Salomoni. Vous ai-je dit, Anna Pavlovna, que nous avions engagé un Italien pour lui donner des leçons? C'est peut-être un peu trop tôt, quand Natacha n'a que 13 ans, il me semble. Trop tôt? Oh, à cet âge-là, nos mères étaient déjà mariées. Oh mon Dieu, je ne vois pas Natacha Marielle qui joue encore à la poupée. Naturellement, c'est une enfant. N'empêche que si elle avait vécu au siècle dernier, on l'aurait mariée à peine nubile comme les autres. Oh, cessez de plaisanter, comte, je vous en prie. Anna Pavlovna peut prendre au sérieux ce que vous dites et s'imaginer je ne sais quoi. Vous savez, duchesse, lorsqu'on parle du divorce des générations, des heurts entre les parents et les enfants, je hausse les épaules. Car je considère que tout dépend de l'éducation. Moi, je suis l'amie de mes enfants, en particulier de ma cadette Natacha. Je lui ai toujours témoigné une entière confiance. Et ainsi suis-je devenue peu à peu sa confidente. Natacha est délicieuse, c'est du vif argent, mais il me semble que vous la gâtez trop, chère comtesse. Ah, c'est possible. J'ai été beaucoup plus sévère avec mon aînée, Vera. Ah oui, j'ai été élevée tout autrement. Vous ne m'avez jamais rien passé à moi. C'est vrai, j'exigeais beaucoup de toi. Trop, peut-être. Tu étais mon premier enfant, tu comprends? Oh, j'ai eu tort, je l'avoue. Bon, à quoi bon remuer le passé? Vera ne vous en veut pas pour ça. Au contraire, elle vous en est plutôt reconnaissante, n'est-ce pas, Vera? Mais oui, papa. Sauf peut-être lorsque je me mets à réfléchir sur les vraies raisons de la sévérité de maman à mon égard. Mais excusez-moi, je vais vous quitter. Le lieutenant Berg m'attend pour une valse. Ne faites pas attention à cette saute d'humeur, Anna Pavlovna. Vera est comme moi. Tantôt c'est la douceur même, et tantôt elle est d'une brutalité. Que voulez-vous? Elle a ce qu'on appelle du caractère. Natacha! Bravo, Natacha. Laissez-moi vous embrasser.
Oh, vous chantez divinement bien. Votre père a raison, vous deviendrez un jour une grande cantatrice. N'est-ce pas? Merci, mais vous me flattez, Duchesse. Je ne deviendrai jamais une grande cantatrice. Maman, vous n'avez pas vu Sonia? Non. Je l'ai laissée avec Pierre Bezoukov et maintenant je ne la trouve plus. Non, je ne sais pas où Qu'il elle est drôle, Pierre. Avec ses petits yeux, ses joues rondes et sa taille de géant, il ressemble... il ressemble à un éléphant. Un éléphant qui aurait des lunettes. D'ailleurs, il marche toujours comme s'il craignait d'écraser quelque chose. Vous avez remarqué, maman? Ne dis pas de bêtises, c'est vrai Natacha. qu'il Allez, va ressemble- plutôt chercher Sonia. Elle est insupportable, c'est au moment où nous allons dîner qu'elle disparaît. Allez, va, Natacha, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. À propos, que devient cette petite Sonia? Oh, ne m'en parlez pas. Quand je pense que le comte et moi l'avons recueillie lorsqu'elle avait 5 ans, nous l'avons élevée comme notre propre fille. Mais bref, elle me donne des inquiétudes à cause de Nicolas. Elle s'est mise en tête qu'elle l'aime et qu'il l'épousera à son retour du front. Je comprends, je comprends. Il y a de quoi s'inquiéter, en effet. Mais ce n'est pas en vain qu'on dit cousinage, dangereux voisinage. Oh, tu es là, Sonia? Je te cherche partout. Pourquoi es-tu partie? C'est vraiment une soirée réussie? Tout le monde est déjà à table. On nous attend, viens. Je n'ai pas faim. Je ne veux voir personne. Sonia, qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu? Lorsque Nicolas a rejoint l'armée, je n'ai pas pleuré. Mais maintenant, je n'ai plus de courage. Surtout qu'il ne m'écrit pas. Mais ne nous écris pas non plus, ni à maman ni à moi. Ce n'est pas la même chose. S'il ne m'écrit pas, c'est qu'il m'a oublié, qu'il ne m'a jamais aimé, ou qu'il en aime une autre. Que tu es sotte. Pourquoi veux-tu que Nicolas t'ait oublié? Ou se soit amouraché d'une autre jeune fille? Mais au fond, ça n'est pas possible, voyons. Essuie tes larmes et viens. Non. Oh, tout est facile pour toi. Rien ne s'oppose à ce que tu te maries avec Boris. Tandis que Nicolas et moi, tout nous sépare. Mais non, grande sotte, mais non. Mais non. D'abord, Nicolas est mon cousin. Il faudrait que le métropolite autorise notre mariage. Ensuite, il y a ta mère, ma tante. Elle dit déjà que je veux briser la carrière de Nicolas, que je n'ai pas de cœur, que je suis une ingrate. Oh, pourtant, je vous aime tous. Il n'y a que Vera que je... Ah, maintenant je comprends. Vous êtes querellés, Vera et toi. Oui. J'ai eu la bêtise de laisser sur la table les vers que Nicolas avait écrits pour moi avant son départ. Tu te souviens? Vera les a trouvés. Elle s'est moquée de moi. Et elle m'a dit que ma tante ne permettrait jamais que Nicolas m'épouse. Qu'il épouserait certainement Julie. Oui, Julie Karagine. Ses parents possèdent je ne sais combien de domaines et 5000 âmes. Oh, Natacha, je suis peut-être méchante, mais je ne veux pas qu'il se marie avec Julie. Non, je ne veux pas, Natacha. Je ne veux pas qu'il se Écoute, marie Sonia. avec Julie. Tout ce que Vera t'a dit, ça n'est pas vrai. Oh. Rappelle-toi comment Boris et moi nous avons parlé à Nicolas avant son départ. Ça s'est passé dans le petit salon. Et nous avons tout décidé. Oh, j'ai oublié les détails, mais je suis sûre que tout s'arrangeait très bien. Tu crois? Tu crois que tout peut s'arranger? Oui. Mais pourquoi n'écrit-il pas? Regarde, le frère de l'oncle Chinchin, il a bien épousé sa cousine Germaine, lui. Et toi, Nicolas, vous n'êtes qu'issus de Germain. Mais Boris a dit que votre mariage ne soulevait pas de difficultés. Boris est très intelligent, tu sais. Il est au courant de toutes les lois. Ne pleure pas, Sonia. Autrement, je vais me mettre à pleurer aussi. Quand je pleure, je suis laide. Tu crois vraiment que Nicolas tiendra parole et m'épousera? Oui. Oui. Il t'épousera. Alors jure-le-moi. Je te le jure. Mais viens. Maman doit se demander ce que nous faisons. Oui, je viens. Oh, attends seulement que je me recoiffe.
chère Anna Pavlovna, je vous assure, cette politique française... Rassurez-vous, vicomte. Notre empereur a déclaré qu'il laisserait les Français choisir eux-mêmes la forme de leur gouvernement. Et je suis persuadée que la France, une fois délivrée de l'usurpateur, se jettera dans les bras de son roi légitime. En attendant, Napoléon vient d'offrir au monde un spectacle odieux. Lequel? Celui du sacre de Milan? Oh non, ce n'était rien encore. Je pense à cette dernière comédie. La population de Gênes exprimant ses vœux à Bonaparte assis sur un trône, et Bonaparte promettant de les exaucer. On dirait que la folie s'est emparée de l'Europe tout entière. C'est le mot. Mais rassurez-vous, les souverains ne supporteront pas plus longtemps un homme qui les nargue ouvertement. Mettez-moi, madame, de ne pas être tout à fait de votre avis. Qu'ont fait les souverains pour Louis XVII, pour la reine, pour madame Élisabeth? Rien. Ils se sont empressés de reconnaître Monsieur Bonaparte comme chef de l'État français. Et ils lui ont envoyé leurs ambassadeurs. Mais Dieu existe. Sa main est lourde. Un jour, bientôt peut-être, ils subiront le châtiment qu'ils méritent pour avoir trahi la cause des Bourbons. Je crois que cette fois, les souverains ont décidé d'en finir avec Napoléon. En tout cas, notre bien-aimé empereur Alexandre Ier, en s'alliant à l'Autriche, a déclaré sans équivoque: l'Europe doit être débarrassée de cet aventurier corse, et elle le sera. J'en accepte l'augure. Les duchesse, quelle joie c'est pour moi de vous rencontrer à Moscou et de pouvoir vous baiser la main. Bonjour, bonjour, prince. Moi aussi, je suis ravie de vous rencontrer ici, chez mes vieux amis, les Rostov. Mais que faites-vous à Moscou? Oh, je m'occupe de mettre un peu d'ordre dans les affaires du comte Pierre Bezoukov, qui, comme vous le savez, vient d'hériter de son père une immense fortune. Par bonté, naturellement, ce pauvre garçon n'entend rien aux affaires. Votre générosité et votre désintéressement sont bien connus, prince Vassili. Mais permettez-moi de vous présenter le vicomte de Mortemart, authentique représentant de la noblesse française. Enchanté, vicomte. J'ai entendu parler de vous. Très honoré, prince. Les exilés français vous considèrent comme un éminent homme d'État et leur ami. C'est cela, comptez sur moi. Mais que disiez-vous, vicomte, lorsque je vous ai interrompu? Je disais que si Bonaparte demeure encore 1 an sur le trône de France, l'irréparable s'accomplira. Par l'intrigue ou par la violence, la société française, j'entends la bonne société, sera anéantie à jamais. Et alors? Dieu merci, cela ne se fera pas, vicomte. Et cela ne se fera pas parce que notre souverain à nous ne le tolérera pas. Je vous l'ai déjà dit, je suis assez intime avec l'impératrice pour... N'est-ce pas, prince? Certes, vous l'êtes, ma chère. Mais je crains que ce ne soit une entreprise bien hardie que d'essayer d'arrêter la marche de l'histoire. Je veux dire que les choses sont déjà allées trop loin. Vous croyez, prince? Ah! Ah, voilà le comte Bezoukov. Pierre! Pierre, oh Pierre, venez un peu ici. Venez. Mes hommages, Anna Pavlovna. Mes respects, prince. Il paraît que vous en avez encore fait de belles, jeune homme. Comment ça? Oh, ne prenez pas cet air étonné, Pierre. Tout se sait à Moscou. Ce n'est qu'un gros village, après tout. Figurez-vous, prince, que Pierre et ses amis, après avoir bu copieusement, se sont procurés quelque part un ours. Un ours? Eh oui, un ours. Ils l'ont fait monter en voiture et l'ont emmené chez les actrices. Ces dernières, profitant de l'aubaine, ont relevé leurs jupes plus que la décence ne l'autorise et se sont mises à pousser des cris stridents. Ah, le commissaire de police, alerté, a voulu faire entendre raison aux jeunes gens. Le mal lui en a pris. Nos amis l'ont attaché dos à dos avec l'ours. Et ils ont lâché l'ours dans la Moïka. Mais vous voyez d'ici le spectacle, l'ours nageant et le commissaire sur son dos. J'imagine la tête du commissaire. Ah, très drôle, naturellement. Mais le gouverneur de Moscou, le comte Tomsky, n'a pas goûté cette plaisanterie. Il a décidé d'expulser de Moscou Pierre et ses camarades s'ils ne faisaient pas des excuses au malheureux commissaire. C'est une bagatelle, il faut bien que jeunesse se passe. Ne vous inquiétez pas, Pierre, j'arrangerai l'affaire. Mais je ne veux pas que vous arrangiez l'affaire. Au contraire. D'ailleurs, je suis assez grand pour me défendre si besoin est. Oh, que vous êtes susceptible, Pierre. Le prince Vassili plaisantait. Enfin,
Laissons cela. Faites plutôt connaissance avec le vicomte de Mortemart. Venez, Pierre, vicomte. Vicomte, allons, Pierre. Vicomte. Ah, c'est vous qui êtes le vicomte de Mortemart. Enchanté. Me permettrez-vous de vous poser une question? Toutes les questions que vous voudriez, je vous en prie. Est-ce exact, vicomte, que la plus grande partie de la noblesse française s'est maintenant ralliée à Napoléon Bonaparte? Jamais de la vie. Ce sont les bonapartistes qui le prétendent. La noblesse française déteste et méprise Bonaparte. Elle le démontrera à son heure. C'est possible, c'est possible. Néanmoins, je me permettrai de citer les paroles de M. Bonaparte. Je leur ai montré le chemin de la gloire aux nobles. Ils n'en ont pas voulu. Je leur ai ouvert la porte de mon antichambre. Ils s'y sont précipités en foule. Certes, je ne sais pas à quel point il a eu raison de dire cela. Il ment. Il diffame la noblesse française. Ce parvenu. Depuis l'assassinat du duc d'Enghien, ses plus chauds partisans eux-mêmes ont cessé de voir en lui un héros. Oui. Depuis l'assassinat du duc, il y a un martyr de plus au ciel, un assassin de plus sur la terre. Je comprends, vicomte, et votre indignation et votre tristesse. Mais l'exécution du duc d'Enghien était une nécessité d'État. Et loin d'y voir de la bassesse, moi j'y vois une certaine grandeur d'âme. Excusez-moi, vicomte. Comment, Pierre? Vous trouvez qu'un assassinat est la preuve d'une certaine grandeur d'âme? Quelle horreur! Ne travestissez pas ma pensée, Anna Pavlovna, je vous en prie. Si j'essaie de justifier l'exécution du duc d'Enghien, c'est parce que les Bourbons ont failli à leur devoir. Au lieu d'affronter la Révolution, ils se sont enfuis. Et ils ont livré le peuple à l'anarchie, au chaos. Napoléon, lui, a saisi la vraie nature de la Révolution. Il a réussi à lui arracher son venin et à l'apprivoiser, en quelque sorte. Et alors? Ce n'est pas pour cela qu'il devait faire assassiner le duc d'Enghien. Pardon, si le duc d'Enghien était resté vivant, tôt ou tard, il aurait essayé de rétablir la monarchie. Et ce faisant, il aurait déclenché une nouvelle tempête sur la France. Mesdames, messieurs, veuillez passer dans la salle à manger. Tous mes invités y sont déjà. Nous y allons, comtesse. 1 minute seulement, vous permettez? Pierre dit des horreurs à proprement parler. Oh, c'est bien, nous vous attendrons. Je ne voudrais pas vous blesser, Pierre. Vous avez bon cœur, mais vous dites ce qui vous passe par la tête, comme ça, pour le plaisir. Et vos propos sont tout simplement le fruit de la lecture assidue des encyclopédistes. Ne protestez pas. Je ne proteste pas. Votre père vous a envoyé faire vos études à l'étranger. Résultat, vous êtes revenu aigri, sceptique et prêt à tout démolir. Et maintenant, nous pouvons passer dans la salle à manger. Passez dans la salle à manger si vous voulez. Moi, j'ai encore un mot à dire au vicomte de Mortemart. Je vous conseille de ne rien faire. Songez que le vicomte de Mortemart a dû, à cause de votre Napoléon, s'exiler et se réfugier chez nous. Notre devoir et la bienséance nous commandent d'adoucir son exil. Allez, venez, Pierre. Non. Je sais que la vie d'un émigré est difficile. Mais ne devons-nous pas faire abstraction de nos malheurs personnels pour juger les choses objectivement? Je ne veux pas vous affliger, vicomte. Cependant, je continue à penser que Napoléon Bonaparte est grand. Taisez-vous, Pierre, voilà la comtesse Rostov qui revient. Napoléon Bonaparte est grand. Parce que ses propres ambitions mises à part, il a su conserver de la Révolution ce qu'elle portait en elle de positif et de généreux. La suppression des privilèges de la noblesse et du clergé, l'égalité des citoyens, la liberté de la parole, la liberté de la presse. Ce que vous dites est peut-être juste, Pierre. Et vous oubliez que nous sommes en guerre. Et qu'au moment même où vous faites le panégyrique de votre idole, Napoléon, les Russes meurent en Autriche, sous les balles de ses soldats. Oh, vous avez raison, comtesse. Excusez-moi. J'aurais dû me souvenir que Nicolas, votre fils, est au front. Oui, je parlais dans l'abstrait. Vous comprenez? Je comprends. Et je ne vous excuse pas.
vient de commettre une bévue, il me semble. Parler de Napoléon en présence de la comtesse Rostov est... Et vous ne vous trompez pas, la bévue est de taille, en effet. Mais j'arrangerai cela comme le reste. Allez, venez. À propos, mon cher, sachant que vous veniez chez les Rostov, j'ai demandé à la comtesse que vous soyez placé entre ma fille Hélène et moi-même. Pourquoi cela, je vous prie? Parce que je vous affectionne tout particulièrement. Et parce que ma fille Hélène a envie de vous connaître. Et moi aussi, je serais content d'échanger quelques idées avec la princesse Hélène. On dit qu'elle a beaucoup d'esprit. En effet, beaucoup d'esprit. Mais elle a surtout des épaules. Et un buste. Taillé dans le marbre. Et le pied. Le pied le plus fin du monde. Arrêtez-vous, Pierre, vous me donnez le vertige. C'est bon. Écoutez, princesse, vous m'avez aidé. J'en conviens volontiers. Ah, tout de même. Quand je pense que si j'étais arrivé quelques minutes plus tard, l'héritage vous aurait passé sous le nez. Non, peut-être pas. Comment? Mais le prince Vassili n'aurait pas hésité à déchirer la lettre que feu votre père avait écrite à l'empereur. Encore une fois, je ne conteste pas l'importance de votre intervention en ma faveur. C'est grâce à vous que je porte le nom de mon père. Et que je suis maintenant immensément riche. Mais en échange, vous avez exigé de moi, d'une part, que je vous lègue la grande maison de Pavlogradsk, d'autre part, que je verse 10 000 roubles à votre fils Boris. Je n'ai pas marchandé. J'ai comblé, séance tenante, vos exigences. Et je pensais que nous étions quittes. Or... Si je viens vous voir, ce n'est pas pour vous réclamer de l'argent. D'ailleurs, l'argent me dégoûte. Quand je vois les gens tripoter des liasses de billets, j'ai pour ainsi dire la nausée. Non, mon cher Pierre, je ne vous demande rien. Bien que je sois veuve et pauvre. Je viens au contraire vous offrir... Que voulez-vous m'offrir, princesse? Mais... mon expérience, mon amitié... Pardonnez-moi, je n'ai besoin ni de l'une ni de l'autre. Vous vous trompez! Vous êtes tout à fait désarmé dans la vie. Vous êtes trop pur, trop noble pour distinguer les crapules qui se pressent autour de vous des gens qui vous veulent du bien et qui défendent avec abnégation vos intérêts. Et moi, je suis de cela. Imaginez-vous que le prince Vassili me tient le même langage. Vous me confondez avec ce vieux Forban. Quelle ingratitude. Excellence, un billet de Madame la Duchesse. C'est urgent, paraît-il. Donne cela. Lisez-le donc, puisque c'est urgent. J'attendrai. Je n'irai pas chez Anna Pavlovna. J'en ai assez de toutes ces soirées. Vous avez raison, n'y allez pas. C'est un véritable piège qu'on vous tend là. On veut vous marier. Ah! Et à qui, s'il vous plaît? Mais à la fille du prince Vassili, voyons. À la belle Hélène, qu'on ne se lasse pas de contempler. Comme le dit cette vieille entremetteuse. Ah, je vois. Vous m'avez assuré de votre désintéressement et de votre affection. Vous m'avez prévenu du danger que je courais si je me rendais à la soirée d'Anna Pavlovna. Je vous en remercie. Mais maintenant, il faut partir et me laisser seul. J'ai besoin de réfléchir, vous comprenez? Oui, je vais m'en aller.
Vous ai-je dit que Boris venait d'être nommé lieutenant? Non, enfin je ne m'en souviens pas. Toutes mes félicitations. Oh, si vous saviez comme il est dur de rester veuve sans soutien et avec un fils qu'on adore. D'abord, cette nomination m'a rempli de joie, de fierté. Ensuite, je me suis sentie triste, accablée. L'uniforme, l'équipement, et surtout le nouveau train de vie que doit mener un officier de la garde impériale. Combien? Combien quoi, mon cher Pierre? Combien d'argent avez-vous décidé de me soutirer aujourd'hui? Pas soutirer, mais accepter de vous. Persuadé que vous ne manquerez pas cette occasion de faire montre de votre générosité habituelle et de votre reconnaissance. Oh! Mais qu'est-ce qui vous prend, mon ami? Pourquoi avez-vous cassé ce joli vase? Le chiffre! Indiquez le chiffre, ou je ne réponds pas de moi. Oh, que vous êtes nerveux, Pierre! Non, ne m'approchez pas, restez où vous êtes. Je vais vous indiquer le chiffre. Eh bien, 10 000 roubles pour commencer. Et pour finir, indiquez-moi la somme globale, s'il vous plaît. Alors, 50 000 roubles. C'est bon. Vous voyez cette bourse sur la table? Elle contient exactement 50 000 roubles. C'est mon régisseur qui me les a remis ce matin. Prenez-les et allez-vous-en. Oh, voilà des manières. Fui, Pierre. Oh, je n'aurais jamais cru que vous pouviez vous montrer si grossier. Prenez l'argent et partez, madame, sinon j'appelle mes domestiques. Et je leur ordonne de vous jeter dehors. Donnez-moi la bourse vous-même et je m'en vais. Son Excellence a sonné. Léonide, reconduis la princesse Troubetskoï avec tous les honneurs qui lui sont dus. Mais si elle essaie de pénétrer à nouveau dans cette maison, n'hésite pas à lui fermer la porte au nez. Allez, va! Mais Pierre, mais comment? Comment osez-vous? Que Madame la Princesse veuille bien me suivre. Autrement, en dépit de tous les honneurs que je lui dois, je me verrai dans l'obligation. Entre. C'est fait, Votre Excellence. Je reconduis la princesse Troubetskoï. Ouf. Merci. Tu peux te retirer, Léonide. Messieurs les officiers avec qui Votre Excellence a passé une partie de la nuit chez les Tziganes sont là, dans le salon. Qu'est-ce qu'ils veulent? D'après ce que j'ai compris, ils veulent emmener Votre Excellence dîner au cabaret Le Paradis. Il paraît que toute la jeunesse s'y donne rendez-vous pour voir la nouvelle danseuse Nastasia. Mets-les à la porte. J'en ai assez des cabarets, des danseuses. À la porte! Et fais-moi préparer mon habit. Je vais chez le prince Vassili. Chez le prince Vassili? Mais telle n'était pas l'intention de Votre Excellence il y a encore une heure. L'intention de Votre Excellence était de passer paisiblement la soirée ici, dans la bibliothèque, à lire des livres reçus de Suisse. Tu commences à prendre des libertés avec moi, il me semble. Toi qui ployais les chines et te mettais à trembler dès que feu mon père fronçait le sourcil. Prends garde, Léonide. Mon père t'a fait bastonner plus d'une fois, ne m'oblige pas à suivre son exemple. Que Votre Excellence veuille bien me pardonner. Je suis, comme le répétait souvent Feu le comte Bezoukov, un présomptueux, pour tout dire, un insolent. Mais je vais faire porter votre habit, Excellence.
Voilà, il est déjà 7 heures, vous n'êtes pas raisonnable, ma fille. Je vous ai prévenu que j'avais invité Pierre à passer nous voir vers 6h30. Ouais, mais vous étiez dans un magasin à essayer ces vilains chapeaux. Ah oui, voilà, maintenant nous sommes en retard. Fédor, dépêche-toi. Mes mignons. Le presse est pressé. D'ailleurs, vous aussi, je suppose. Allez, mes mignons, faites encore un petit effort là, ne l'embinez plus, s'il vous plaît. À qui parles-tu, Fédor? À mes chevaux, Excellence. Avez-vous déjà vu un imbécile pareil, Hélène? Il parle à ses chevaux. Que du cœur. Allez, fouette-les plutôt. À vos ordres, Excellence. Et tais-toi. D'accord, Excellence, je me tais et je fouette les chevaux. Allez. J'espère que si Pierre est venu entre-temps, votre mère aura eu assez d'intelligence pour le retenir jusqu'à notre arrivée. Non, n'y comptez pas. L'intelligence est maman, vous savez. Vous avez raison. Mais ce n'est pas à vous de le constater. Ah, mais pourquoi? Vous n'allez tout de même pas invoquer le respect que les enfants doivent à leurs parents. Vous qui projetez de me vendre à ce gros endormi de Pierre Bezukhov. Non, pas vous vendre, ma chère Hélène, pas vous vendre, mais vous marier. Et avec votre consentement. Ne m'avez-vous pas dit que, grâce à la fortune de Pierre, vous pourriez devenir la première dame de Saint-Pétersbourg? L'ai-je dit, papa? En vérité, si tout cet argent de Pierre Bezukhov me tente. Par contre, Pierre Bezukhov, lui, ne me tente pas du tout. Réfléchissez. N'y a-t-il pas moyen que j'aie son argent sans que je devienne sa femme? Ah non, c'est impossible. Ou vous vous mariez avec Pierre ou vous renoncez à sa fortune. Et que me conseillez-vous, papa? De cesser de faire des grimaces. Je suis un vieux singe, moi je les connais, les grimaces. Au fond, vous avez déjà décidé de mettre le grappin sur Pierre. Et gare à celle qui oserait vous disputer. C'est vrai. Vous lisez en moi comme dans un livre. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? N'ai-je pas aidé quelque peu votre mère à vous mettre au monde? Alors, me donner carte blanche pour mener à bien l'affaire? Oui, cher papa. À condition que vous ne vous montriez pas trop gourmand en ce qui concerne votre pourcentage. Quelle horreur! Il ne peut pas y avoir de question d'argent entre nous. Vous me donnerez ce que vous voudrez. L'important pour moi, c'est votre bonheur. Mais il dort, ce cocher! Fouette tes chevaux, cocher de malheur! À vos ordres, Excellence. Allez. Mes mignons. Allez. Oh. France Culture vous a présenté La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy, avec Lily Sioux, Jacqueline Moran, Daniel Ajoret, Sylvie Artel, Édith Loria, Simone Vanier, Daniel Vol, Jean Topard, Henri Crémieux, Robert Murzeau, Pascal Mazzotti, Jacques Fayet et Lucien Frégis. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoile. La musique originale est de Ivan Semenov.